Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Pions sur la table, bienvenue dans ce nouveau marathon ludique, il me semble qu'il s'agit du numéro 12. On va attaquer 11 jeux aujourd'hui, mais avant même d'attaquer la pile, il faut que voilà, je vous parle un petit peu des jeux que je n'ai pas en ma possession bien entendu et que j'ai pratiqué lors de ce marathon. Alors j'en ai noté deux, donc on va démarrer de suite par 10 de chute. Voilà, 10 de chute qui est un jeu que je n'ai pas pratiqué moi quand j'étais enfant ou adolescent, que j'ai pratiqué il y a peut-être découvert il y a quelques années de ça, voilà. Et donc c'est un jeu voilà qui a aucun intérêt ludique, c'est un jeu joué comme savaient les faire MB à la grande époque, avec des grandes roues dans lesquelles il y a des petits jetons comme ça qui vont descendre d'un côté et de l'autre. En fait on se fait face comme ça, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, on se fait face et puis on a des jetons qui vont qu'on va devoir faire descendre dans l'ordre de 1 à 5, et pour ce faire il va falloir qu'il passe d'une roue crantée à une autre, voilà, et donc ça tourne pas de la même manière d'un côté et de l'autre, donc forcément quand on croit pouvoir faire descendre ces jetons d'un côté, ça embête l'adversaire de l'autre côté. Est-ce que le but c'est de savoir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté? J'en sais rien. C'est un jeu qui joue tout seul, voilà, bon, à part si vous avez la nostalgie de l'époque, ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, on a joué à Coloraddict. Alors, Coloraddict, c'est quoi? C'est un Uno en moins bien, voilà. C'est un jeu avec des cartes, tout simplement, avec écrit dessus des noms de couleurs, hein, rouge, bleu, vert. Et ces noms-là sont peints avec une couleur différente de la couleur qu'ils citent, tout simplement. Donc déjà, c'est un jeu qui fait vriller les daltoniens. Mais voilà, sinon, il y a plusieurs versions du jeu, comme je vous disais. Soit vous le jouez comme un Uno, c'est-à-dire que si vous posez rouge, l'autre derrière, il va pouvoir poser soit une carte avec écrit rouge, soit une carte avec un mot coloré en rouge. Et après, on a joué une variante derrière où il fallait faire preuve de rapidité. Voilà, je sais même pas si c'est une variante qui fait partie de la règle du jeu ou pas, mais franchement c'est le genre de jeu complètement inutile. Alors à la limite si vous aimez les jeux de rapidité, pourquoi pas avec la variante dont je vous parle, mais personnellement j'en ai rien à foutre. Je vous dirais même pas que c'est un jeu pour les enfants, parce que au final il vaut mieux qu'ils jouent au Uno. Déjà si c'est de très jeunes enfants, ils auront pas besoin de lire avec le Uno, alors que là faut déjà savoir lire le nom de la couleur, qui n'est jamais celle qui est présente sur la carte, donc déjà pour un enfant bon voilà, mais en plus de ça c'est moins joli et moins palpitant qu'un Uno, donc bon, Coloraddict, hein. Vous m'avez compris. Alors ensuite, je vais vous faire part d'une petite découverte là que j'ai trouvé plutôt sympathique. Ça y est, on attaque la pile. Tuer le héros du château oublié. Alors pour être très précis, on en a fait deux exactement. Un avec ma grande fille, on a fait donc tuer le héros du château oublié, et on a fait tuer le héros de la forêt enchantée, voilà. Donc vous l'aurez compris, ce sont des livres dont vous êtes le héros. Alors l'éditeur Larousse a marqué un jeu vidéo de papier. Franchement, on en est arrivé là, quoi. C'est-à-dire que pour faire venir les enfants à la lecture et aux jeux de société, il faut faire croire que c'est du jeu vidéo. Soit c'est drôle, soit c'est démoralisant. Vous choisissez. Toujours est-il que c'est d'excellents bouquins. Voilà, je trouve que vraiment, pour les coups, dans cette émission, on a parlé pas mal des BD Macaca, donc les BD dont vous êtes le héros, etc. Voilà, les BD ça reste limité, parce que évidemment en termes de place, on peut pas tout faire dans une BD, hein, bien évidemment. Et l'avantage des livres dont vous êtes le héros, c'est que ça y a plus de contenu. Moins que dans un jeu vidéo, c'est vrai, voilà, hein, pour en revenir à ce que dit Larousse. Mais toujours est-il que, en tout cas, ces bouquins-là, ils sont bien foutus, voilà. Alors, on a des petites illustrations à l'intérieur en noir et blanc, comme dans nos anciens livres dont vous êtes le héros, mais là, c'est vraiment orienté enfant, donc vous inquiétez pas, hein, y a rien qui fait peur à l'intérieur, c'est pas du tout stressant. Par contre, ça représente quand même des challenges parfois, allez, je vais pas dire relevés, mais qui peuvent faire réfléchir vos enfants, hein, bien entendu, puisque notamment il y a des petits puzzles dedans, vous voyez. Ah ça y est, j'ai réussi à vous trouver quand même une illustration, il y en a quand même à l'intérieur, mais j'ai pas de chance, là je suis pas tombé dessus, alors vous voyez, hein, on a un petit squelette là dans le... hop, dans le cercueil, mais voilà, il n'y a rien de terrifiant, ne vous inquiétez pas. C'est un jeu dont les règles sont très très simples, hein, très vite expliquées en début de livre, avec des points de vie, avec du combat, de l'armure, etc. Votre enfant va pouvoir choisir ici un archétype de personnage tout simplement, donc vous le voyez là, ici, hein, il y a le roi, il y a la chevalière, il y a le voleur et il y a la magicienne, voilà, donc... il y a le choix, et ça permet de recommencer le livre avec un nouvel aventurier, voilà. Alors là, il y a marqué derrière, ma fille de 10 ans adore, elle vient de recommencer l'aventure pour la 3e fois, je pense que c'est tout à fait possible. Alors moi, ma fille est plus jeune que ça, mais ça ne l'a pas empêché. Alors après, moi, j'accompagne, parce que quand je vous le présente ici, c'est que vraiment j'y ai joué, hein, voilà. Donc j'ai joué de bout en bout, j'ai joué aux 2 livres de bout en bout avec ma fille. Alors c'est pas moi qui ai vraiment joué, mais j'ai suivi l'aventure, j'ai pu la conseiller, elle a pu me poser des questions, ce genre de choses-là. Moi, je trouve ça important d'accompagner ses enfants, en fait, comme ça, dans leurs premiers pas de jeu, hein. Il y a des petites pages de sauvegarde, voilà, tous les... 100 chapitres me semble-t-il. Alors bien sûr vous ferez pas 100 chapitres d'affilée, hein, vous savez comment marche un livre dont vous êtes le héros, hein, vous choisissez tel ou tel chapitre, ce qui permet voilà de poser le livre et puis d'y revenir en cours de jeu. C'est bien écrit, c'est intéressant, les enfants se posent de vraies questions, donc comparé notamment au BD dont vous êtes le héros, je ne saurais que trop vous recommander plutôt cette collection là. Après la BD dont vous êtes le héros, ça permet de mettre un petit peu un pied dans ce genre d'univers là, et donc après d'attaquer peut-être quelque chose d'un petit peu plus épais. Là bon, après moi j'ai une fille qui aime beaucoup lire, hein, mais honnêtement
je pense que même un enfant qui n'aime pas trop lire, il va comme ça s'empéguer un gros livre sans s'en rendre compte. Donc si vous cherchez un moyen comme ça, une méthode pour essayer de mettre vos enfants à la lecture parce que ils rechignent un petit peu, je pense que ça c'est une bonne chose à avoir comme ça dans sa bibliothèque. Alors je vous montre pas l'autre, là, La Forêt Enchantée, parce que justement elle l'a prêté à une de ses copines qui est en train de le faire. Alors ensuite ici on a Roméo et Juliette, voilà, Roméo et Juliette qui est un jeu à deux, qui est un jeu magnifique. Alors vous verrez pas grand chose ici au dos parce que voilà, c'est en tout petit, mais vous voyez qu'il y a des cartes, vous voyez qu'il y a un plateau de jeu, mais ne serait-ce qu'avec l'illustration ici, vous avez une idée un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment très beau, je vous le dis, hein, c'est très esthétique. Le plateau de jeu, on va y revenir, voilà, se passe ici, on utilise la boîte en fait qui se déplie, et donc on va bouger autour de cette boîte, et le centre de la boîte en fait sera le compte score, et puis va également abriter certaines cartes, certains événements de jeu en fait qui vont ponctuer la partie. Donc c'est très bien fait, c'est vraiment, moi je vous dis, c'est, vous voyez, c'est un bel objet, on dirait presque un coffret collector de DVD ou je ne sais quoi. Voilà, et donc hop, on va tourner comme ça autour de la boîte. Bon voilà, j'essaie de vous montrer ce que je peux. Et donc c'est un jeu coopératif dans lequel on va faire en sorte de faire se rencontrer Roméo et Juliette, donc vous l'avez compris. Alors, il va falloir choisir des lieux, en fait, autour de ce plateau de jeu, mais on ne peut pas communiquer comme ça, il va falloir s'envoyer des missives, des petites lettres, donc indiquer que voilà, on peut se retrouver par exemple à l'église ou sur le balcon de Juliette, et puis l'autre en face, Roméo ou Juliette, va dire, ah ben non, là c'est pas possible. Alors, il va pas le dire bien sûr, hein, vous l'avez compris, mais il va l'indiquer avec un petit cœur comme ça qu'on retourne. Il va indiquer, voilà, si il souhaite retrouver la personne dans ce lieu-là ou s'il ne souhaite pas et il souhaite se préserver. Alors pour plusieurs raisons, hein, parce que déjà il peut ne pas avoir la carte en fait du lieu dans sa main, donc il peut pas s'y rendre. Mais en plus de ça, il faut bien comprendre qu'il faut aussi gérer dans ce jeu les familles des deux soupirants, hein, donc les Montaigu et les Capulet. Et donc à chaque fois que vous vous rendez quelque part, il faut que vous soyez accompagné d'un chaperon. Le problème c'est que lorsque vous vous retrouvez dans un lieu où il y a à la fois la famille Montaigu et la famille Capulet, eh bien ça fait monter la haine d'Envérone. Et donc ça, la haine en fait, ça représente la menace de ce jeu coopératif. C'est-à-dire qu'il va falloir être très fin, hein, savoir se retrouver en fait dans les bons endroits au bon moment pour pouvoir faire grimper l'amour entre Juliette et Roméo, mais éviter d'y inviter trop de membres de notre famille parce que sinon ça va faire grimper la haine dans la ville. En plus de ça, quand vous arrivez quelque part, eh bien ça va déclencher un événement, voilà, donc soit bouger des membres des familles, soit bouger alors l'allégorie de la haine, hein, qui déclenche absolument la haine dès qu'il y a au moins un personnage là où elle se trouve. Ça peut être aussi faire grimper l'amour un petit peu plus vite si on se retrouve sur le balcon de Juliette, ça peut être aussi, il y a un personnage qui s'appelle frère je ne sais plus comment, mais qui apaise en fait les esprits, donc lui ça vaut le coup de le faire suivre, voilà, quand on se retrouve comme ça en famille, voilà, en face à face. Donc c'est un jeu qui est pas si évident à prendre en main au tout début, honnêtement je me suis penché une ou deux fois sur la règle de jeu quand même avant de le démarrer. Il y a pas mal de choses à réfléchir quand on joue qui s'intriquent les unes les autres, et donc voilà, c'est un jeu coopératif à deux pour initier. Voilà, on va le dire comme ça. Le challenge est très relevé. Nous, on a joué en plus sans les événements de départ, c'est-à-dire que nos événements en fait de lieu étaient optionnels, donc on pouvait décider de les appliquer ou pas, alors qu'à la base, normalement, ils doivent s'appliquer, hein, si j'en crois la règle de jeu. Et donc là, si on commence à jouer comme ça, en termes de réflexion, je pense que ça commence à chauffer assez sévèrement. Je me demande d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté dans le jeu, je me demande d'ailleurs comment on peut réussir en fait à avancer en termes de niveau de difficulté, parce que là je trouve que déjà c'était quand même pas aisé. Bon, je vous dis, en jouant avec les effets de lieu optionnels, ça passe tout à fait. Mais voilà, c'est un jeu qui est très beau, c'est un jeu qui représente un bon challenge, c'est un jeu qui est intéressant, mais que voilà, vous ne pourrez pas sortir avec tout le monde, je vous dis. Alors ensuite ici, on a un très bon jeu, Pillard de la mer du Nord, qui est un jeu, donc vous l'aurez compris, sur le thème des Vikings, que vous connaissez peut-être, voilà, qui est un jeu de gestion. Je vais dire à l'allemande, voilà, avec des petits cubes en bois, avec une magnifique carte comme ça, des terres scandinaves et des bords de l'Angleterre ou de la France, si je n'en sais rien, mais peu importe, des villages en tout cas qui vont être pillés par ces fameux vikings. Et donc c'est du jeu de cubes en bois, voilà, tout simplement, donc un jeu de cubes en bois très bien pensé, très punchy, très dynamique. Assez facile à expliquer, voilà, puisqu'il n'y a pas énormément d'actions à faire par tour. Par contre, après, il y a une foultitude d'actions sur le plateau de jeu, hein, un petit peu à la manière, voilà, d'un Agricola, hein, pour faire simple pour ceux qui connaissent. Donc vous allez faire uniquement 2 actions sur le plateau de jeu parmi, voilà, je vous le dis, une grande diversité d'actions possibles. Donc soit en fait vous préparez vos futurs raids d'été, c'est-à-dire que vous allez recruter des membres d'équipage, en piochant des cartes, en les payant pour les mettre dans votre bateau. Vous allez peut-être pouvoir enclencher certaines actions de cartes en allant voir le compte, enfin le Jarl. Vous allez pouvoir frapper de la monnaie, vous allez pouvoir peut-être faire des offrandes aux dieux pour récupérer des points de victoire, ce genre de choses là. Donc tout ça c'est des actions que vous allez faire, voilà, chez vous dans votre village. Pour ce faire en fait vous posez un ouvrier, voilà, il n'y a qu'une place d'ouvrier, donc
donc une fois que vous avez posé votre ouvrier, eh bien la place est fermée pour le tour d'après. Alors ces différentes actions sont ouvertes à certaines couleurs d'ouvriers, voilà, il y a 3 couleurs d'ouvriers différentes, donc en fonction de l'ouvrier que vous avez en main, ben, vous pouvez faire certaines actions et pas d'autres. Et puis ensuite, ben, vous allez prendre un ouvrier qui travaillait déjà ailleurs, et puis vous allez effectuer son action à lui aussi. Ce qui fait que d'un tour sur l'autre, en fait, vous allez faire tourner les ouvriers, comme ça dans votre main, vous aurez peut-être pas la même couleur, et donc ça vous ouvrira peut-être même pas les mêmes actions à chaque tour. Voilà, donc une action de pose d'ouvrier, une action de prise d'ouvrier, tout simplement. Et puis ensuite, une fois que vous aurez bien préparé vos bateaux pour attaquer vos ennemis, eh bien, vous allez pouvoir partir en raid, et donc là, vous allez choisir une cible, en fait. Alors ça peut être un port, ça peut être un monastère, ça peut être une forteresse, peu importe. Le but du jeu, c'est d'avoir assez de membres d'équipage, en fait, dans son bateau pour pouvoir attaquer, d'avoir également assez de provisions, hein, puisque je vous l'ai pas dit, mais on peut aller chercher des provisions dans le village. Parfois, ça va nous coûter d'autres choses, comme de l'or ou du fer, par exemple, je sais plus. Et puis, autant il y a des cibles, en fait, qui vont se laisser dépouiller tranquillement, autant il y a des cibles qui vont demander, qui vont opposer de la résistance et contre lesquelles il va falloir se battre et présenter une sacrée force de combat. Donc pour ce faire, les membres d'équipage que vous allez recruter donc vont cumuler de la force. Vous allez aussi lancer un dé en fonction de la place que vous attaquez. Et puis, faut savoir qu'au village, hein, auparavant, vous avez pu aussi upgrader votre armement. Donc ça aussi, ça va compter lorsque vous allez vous battre. Il peut y avoir des morts sur le champ de bataille. Alors, qui là aussi, comme dans Blood Rage par exemple, vont pouvoir vous rapporter des points, c'est-à-dire que vous mourrez en pleine gloire, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc ça vous rapporte des points, et puis ça vous envoie bien sûr un membre de l'équipage au cimetière, donc il va falloir en payer un nouveau lorsque vous rentrerez au village, etc. Je pense que vous avez compris la mécanique. Et là, pour vous donner un petit exemple des petits pouvoirs qu'il peut y avoir dans les membres d'équipage, par exemple, il y a le berserk, s'il meurt, eh bien il revient directement dans votre main, voilà, il ne part pas au cimetière. Ça veut dire que vous pourrez refaire appel à lui, moyennant finance, voilà, pour le rembarquer sur le bateau, etc., etc. Et voilà, et on va faire la course au point de victoire comme ça, par une succession de préparation de raids, d'expéditions, comme ça pour dépouiller, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus grand chose en fait sur le plateau de jeu, et puis là on désignera qui est le vainqueur. C'est un jeu qui est vraiment très efficace, c'est un jeu qui pour moi est un essentiel en ludothèque. Honnêtement, il est très vite expliqué. Après il y a beaucoup de matos sur le plateau, donc ça peut faire un petit peu peur, hein, mais comme n'importe quel jeu de cube en bois en fait. Donc je vous dis pas de forcément sortir ça comme ça sur un nouvel entrant dans le jeu de société, mais vraiment c'est un jeu qui a beaucoup de mérite, et j'en ferai une vidéo très certainement sur la chaîne parce que il me plaît beaucoup. Voilà. Alors ici on a quoi? Ici on a Magic Fold. Magic Fold qui est un jeu dont vous avez déjà entendu parler sur cette chaîne parce que j'en avais fait une petite review, voilà, puisqu'il m'avait été gentiment offert par l'éditeur. Et donc Magic Fold c'est un jeu très original, voilà, de Bruno Catala et Johan Go, et qui, alors vous voyez, hop, c'est un jeu de course. J'aurais pu le mettre d'ailleurs dans mon top 10 jeu de course, hein, puisque finalement le thème est là-dessus. C'est un jeu de course de tapis volant, très original, puisque pour avancer, eh bien il va falloir plier. Alors est-ce qu'on les voit là? On les voit pas trop en fait. Si, on les voit un petit peu là, vous voyez, en fait vous avez je le montre là, vous avez un grand mouchoir en fait, avec tout plein de couleurs, tout plein de motifs dessus, des dromadaires, des palais, etc., etc., et plein de couleurs différentes, du jaune, du violet, du rouge et tout ça. Et donc à chaque fois pour avancer en fait, il va falloir choisir ici une combinaison que l'on doit faire en pliant le mouchoir en fait, pour pouvoir avancer, faire reculer l'adversaire, éviter, alors prendre les raccourcis ou éviter les choses-trappes qu'il y a sur la route. Enfin c'est un jeu qui est à la fois palpitant dans son déroulé, mais en plus de ça est intéressant en termes de challenge. Voilà, quand on plie son petit mouchoir et tout, c'est très intéressant, c'est très agréable de manipuler ce petit matériel là. Après graphiquement parlant, moi vraiment c'est vraiment pas ma cam, je le trouve très moche, voilà, mais sauf les tapis, voilà, les tapis sont plutôt sympas. Alors, regardez la gueule d'Aladin et tout là, non mais ça c'est ni fait ni à faire, mais en tout cas voilà, peu importe le graphisme, des jeux comme ça vous en aurez pas deux, je pense pas. Voilà, c'est vraiment très original chez nous, il a un franc succès parce que c'est, comme je vous dis, voilà, il n'y en a pas deux comme ça dans une ludothèque. Et en général, quand les gens découvrent ce jeu, c'est vrai qu'ils notent de suite l'originalité du titre. Donc, oui, je vous le recommande si vous cherchez un jeu original comme ça, avec un matériel un petit peu original à manipuler, qui fait appel. Alors, c'est un jeu de rapidité en plus. Hein. Et puis, si vous vous posez un petit peu plus de questions sur ce jeu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne. Alors ici, on a quoi? Ici, on a My City, alors qui est une espèce de Tetris. Voyez, tiens, je vais vous montrer un petit peu. Qui est une espèce de Tetris du bâtiment, voilà, comme ça. Donc en fait, on pioche une carte et puis on pose un bâtiment en fonction de la place qu'on a, en fonction des contraintes de terrain qui nous sont imposées. Alors, nous on n'a pas ouvert encore les enveloppes qui sont là, voilà, c'est un jeu Legacy, il faut le savoir. Legacy qui peut se jouer ad vitam quand même, puisqu'il y a deux phases de plateau, une pour jouer en Legacy et une pour jouer normalement. Je n'ai même pas lu les règles du jeu Éternité. Vraiment, je suis pas professionnel. Hein, voilà, je vous parle de jeu. En fait, j'ai pas joué. Voilà. Non, si, on a joué en fait, mais donc pas en mode Legacy, pas en mode Éternité. On a joué pour tester comme ça le jeu.
avec les règles de base expliquées avant de démarrer le Legacy, voilà, sur le plateau Legacy. Tout simplement. Donc c'est très simple en fait, hein, il faut commencer par poser un bâtiment à côté d'une rivière, puis on fait au fur et à mesure comme ça, et puis il faut éviter d'écraser les petits arbres isolés. Il faut au contraire écraser les rochers, voilà, il faut éviter les montagnes et les forêts. Et puis voilà, ça va très vite, et donc on essaye d'optimiser un petit peu son espace et de compter ses points de victoire à la fin, donc c'est tout simple. Alors, si ça se limitait à ça, je vous dirais l'achetez pas, parce que voilà, c'est un concept très simple voilà, qui serait un petit peu cher, voilà, pour ce que c'est. Mais je vous en reparlerai quand on aura attaqué le Legacy, pour vous dire si vraiment ça vaut le coup. Pour l'instant, voilà, je ne peux pas me prononcer dessus, je vous donne juste mes premières sensations de jeu qui sont plutôt bonnes, voilà, et je pense que ces petites enveloppes ici sont pleines de promesses. On se donne rendez-vous un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo pour en reparler. Alors ici nous avons, j'ai des jeux voilà à rajouter par-dessus. On a ici le Pictionary, alors qui est une version du Pictionary, comment on pourrait appeler ça, adulte-enfant, c'est-à-dire qu'il permet de jouer entre adulte et enfant, puisqu'il y a enfant, pardon, et pas d'enfant, parce qu'il y a deux pioches différentes en fait, une pioche adulte et une pioche enfant, vous l'aurez compris, ce qui permet en fait de niveler un petit peu le truc, et ça nivelle tellement bien que en réalité, c'est un petit peu trop facile pour les enfants au final. Alors, c'est pas les dessins en fait qui sont faciles pour les enfants, c'est pas la facilité, c'est en fait, sur chaque carte enfant, les thèmes bien entendu sont plus simples que ceux des adultes, les choses à dessiner sont plus simples que ce que doivent dessiner les adultes, mais en fait, à chaque fois, en fait, on vous demande de donner un indice aux enfants, et donc il y a un indice qui est... et donc en fait, les indices, ça va être du style... animal d'Afrique, voilà, et donc du coup en fait l'enfant avant même que son compagnon dessine, eh ben il va citer tous les animaux d'Afrique, donc en fait ça va super vite, et quand vous êtes en défi comme ça contre un groupe d'adultes qui lui n'a pas d'indice, du coup vous vous faites souffler la place alors que vous avez quasiment même pas commencé à dessiner, donc c'est un peu stupide. Donc je vous conseille une chose, c'est de faire sauter l'indice en fait pour les enfants, parce que ça facilite beaucoup trop les choses pour eux, tout simplement. Donc le Pictionary, après, bon, est-ce que je vous représente vraiment le Pictionary? C'est un jeu de dessin, voilà, de toute façon je viens de l'expliquer, donc voilà, vous avancez, vous faites un dessin sur un thème, parfois il y a des défis, c'est-à-dire que tout le monde dessine en même temps, tout simplement, et donc c'est le plus rapide, l'équipe la plus rapide qui va avancer. C'est un jeu qui est efficace depuis sa création, qui continue à perdurer tout simplement parce que, voilà, les jeux de dessin c'est rigolo, hein, on peut admirer un petit peu le talent artistique des adversaires autour de la table, et ça c'est très drôle. Là, j'ai eu à dessiner le verbe exhaler, par exemple, voilà, dessine-moi exhaler, vas-y, derrière ton écran, là, qu'on rigole un peu. Donc voilà, c'est le genre de jeu qui présente des challenges, certes, assez inégaux d'une carte à l'autre et d'un thème à l'autre, mais qui représente à chaque fois une sacrée foire à la rigolade. Alors ici, on a quoi? Ici, on a le jeu des cancres, dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo top 25 des jeux à deux. Et donc on a eu l'occasion de le repratiquer là, alors avec de nombreuses personnes. J'ai fait vraiment beaucoup de parties du jeu des cancres cette fois-ci. Donc des personnes de tous âges, et ça fonctionne à chaque fois. C'est un jeu très simple dans lequel les cancres se rebellent à l'école, veulent s'échapper de l'école. Donc le but du jeu, c'est un jeu de confrontation asymétrique, hein. Le but du jeu pour les cancres, c'est donc de s'échapper, de trouver les sorties. Et le but du jeu pour les professeurs, c'est de les envelopper comme ça, voilà, de les encadrer, pardon, et puis de les envoyer en retenue, tout simplement. Donc c'est un jeu déjà très fun dans son thème, mais qui est également très tactique, parce que vraiment, alors il est plus facile de jouer les professeurs que les cancres. En tout cas, sur toutes les parties qu'on a faites là, on en a fait une bonne dizaine, je pense, et bien les professeurs ont gagné à chaque fois, même si parfois les cancres se sont bien battus. Je ne me souviens pas, lorsque je l'ai eu pratiqué étant enfant ou adolescent, si le jeu était aussi déséquilibré que ça, s'il était... Bon, voilà, je n'en sais rien du tout. Toujours est-il que c'est un jeu qui représente un sacré challenge, qui permet de réfléchir vraiment de tactique. Le plateau de jeu, alors, est très sommaire, bien entendu, hein, c'est quand même un jeu qui date, je crois, de 1976, si je ne me trompe pas. Mais il est très plaisant à pratiquer, voilà, parce qu'il y a cette école, avec cette cour tout plein de petits bâtiments, de recoins, etc., pour pouvoir se cacher, les fenêtres par lesquelles on peut sauter, etc., etc. Et puis c'est fun, parce qu'il y a des cartes, en fait, qui agrémentent le jeu, c'est-à-dire que c'est pas un jeu linéaire, on va piocher des cartes, à chaque fois il va y avoir un événement pour les cancres ou pour les professeurs avec une blague, voilà, c'est assez drôle, genre du style, vous allez avoir un cancre est fier de sa blague parce que il a dit en classe que le père de Napoléon Ier était Napoléon Zéro, voilà, ce genre de truc là. C'est un jeu avec de la tactique et du chaos, voilà, avec du rebondissement. Après, il y a le fameux symptôme seigneur de guerre, c'est-à-dire que comme c'est une pioche dans laquelle, eh bien, à chaque fois vous allez piocher soit une carte
prof, soit une carte cancre et vous savez pas trop sur quoi vous allez tomber, il y a des chances que parfois vous alliez enchaîner 4 tours de professeur par exemple. Mais ça, vous pouvez, comme dans Seigneur de Guerre en fait, le modifier en créant une carte prof, une carte cancre par exemple, et puis à la fin de votre tour, vous piochez dans votre pioche tout simplement. Voilà, c'est un jeu que je recommande, hein, c'est pas pour rien que je l'avais mis dans mon top jeu à 2, c'est parce que je trouve qu'il est très intéressant, il y a un vrai défi tactique à l'intérieur, c'est un jeu qui est fun, voilà, effectivement il est daté, effectivement, voilà, il ne correspond pas au standard, au canon de beauté de ludique actuel, mais en tout cas ça fonctionne très bien et je vous le recommande. Si vous tombez dessus, vraiment n'hésitez pas. Et enfin, eh bien on va terminer avec Small World qu'on ne présente plus mais que je vais vous présenter quand même, on sait jamais. Small World qui est sorti en 2009, qui a été le premier jeu qui m'a fait remettre le pied à l'étrier dans le monde du jeu de société moderne, dans le monde du jeu de plateau, etc. Donc c'est un jeu de conquête, voilà, hop, je vous montre un petit peu la carte, de conquête très colorée, avec donc l'intérêt de Small World en fait, c'est que vous allez eh bien amener des peuples comme ça, des civilisations Heroic Fantasy, vers leur apogée et vers leur déclin. Ils vont tous disposer de pouvoirs différents, ils vont tous être associés à un statut qui va changer à chaque partie, qui sera différent lui aussi, ce qui veut dire que autour de la table, il y a personne qui joue pareil, voilà, tout simplement, c'est vraiment de la symétrie pure et dure. Il y a tellement de combinaisons possibles en fait dans Small World, alors Small World et extension, hein, bien entendu, que c'est un jeu qui se renouvelle énormément, c'est un jeu qui est facile à comprendre, c'est un jeu qui est hyper tactique là aussi. Pour moi, ça, Small World, c'est tout simplement un incontournable, voilà, si vous l'avez pas, achetez-le, courez, l'essayez de suite, j'en sais rien, enfin, faites quelque chose, parce que là, c'est insupportable. C'est peut-être, enfin, moi, je vous dis, j'ai recommencé à revenir dans le jeu de société et à refaire une ludothèque par Small World en fait, donc évidemment je vais pas vous dire que c'est un jeu à mettre de côté, c'est tout le contraire même. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble Small World, alors je vais faire une vidéo qui sera peut-être sortie avant ce marathon ou peut-être après, je sais pas, on verra comment on s'arrange. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'heure où je vous parle, il y a au moins un let's play Small World sur cette chaîne, ça c'est certain. Voilà, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.